Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence plénière de clôture de cette belle première édition de Talent for Finance. J'ai le plaisir de recevoir, alors je vais tous les présenter, ils sont installés dans l'ordre d'apparition, donc ça me facilite le travail. Martine Carré-Talon, vous êtes professeure à l'Université Paris-Dauphine. Merci d'être avec nous. Bonjour. Erwan Le Saoud, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alfonso Lopez de Castro, vous êtes président de Financia Business School. Et Marine Yanez, je le dis bien, vous êtes en charge des relations et partenariats école-université au sein de BNP Paribas, ou Campus Manager, ce qui est assez fun aussi comme titre. Merci à tous d'être avec nous pour parler des masters dans la finance. Un mot juste avant d'entamer ce débat sur la newsletter Ambition qui a été lancée il y a peu de temps encore par l'AGFI et qui a un focus sur les femmes dans la finance. Donc vous trouverez beaucoup de témoignages de femmes, notamment à des postes de top management, à des postes des fonctions seniors, dans des entreprises de la finance, quelle que soit l'activité du secteur. Donc vous pouvez vous abonner gratuitement à cette newsletter qui paraît tous les mercredis en scannant le QR code qui est juste là si vous voulez, ou bien en vous rendant sur le site de l'AGFI, agfi.fr pour vous inscrire. Voilà, ça c'était la petite note promo. Et on va commencer donc à parler des masters. Quels sont les meilleurs masters pour faire carrière dans la finance? Alors, vaste sujet. L'idée, c'est d'exposer un petit peu vos spécificités respectives. Alors, je vais vous demander d'abord, à tous les trois, puisque vous, Marine, vous ne représentez pas une formation, de présenter en quelques mots vos formations master école respectives, depuis combien de temps elles existent, à quel métier vous formez. On va commencer avec vous, Martine. Merci beaucoup. Donc moi, je dirige un magistère. C'est la petite spécificité. Un magistère, c'est une formation sur 3 ans. Donc on recrute les étudiants à la fin du L2 et on les accompagne jusqu'à la fin du M2. Et c'est donc un magistère à Paris-Dauphine qui a ce statut hybride mi-université, mi-grande école. Et voilà, donc vous voulez un tout petit peu plus Déjà, je crois qu'il est assez ancien, finalement. Là, il a été créé dans les années 80. Oui, tout à fait, 1986, plus de 1000 diplômés déjà. Donc c'est des petites promotions de 35 étudiants que l'on accompagne donc pendant 3 ans. Et sur un vaste panel de matières. Ils travaillent beaucoup, on les fait beaucoup travailler. Donc il y a effectivement évidemment beaucoup de finances, mais pas que, et également des cours en économie, en droit, en maths, beaucoup, en data science, énormément. D'accord, donc c'est assez large et vous les préparez, si on reste vraiment sur le secteur de la finance, à quel métier possible? J'imagine qu'il y a un large panel, mais large panel. Quelques-uns. Alors, ils se spécialisent en dernière année au niveau du M2, soit en finance de marché, et donc là, vaste panel, que ce soit en trading, en sales, en structureur, certains côté buy-side, ou en finance entreprise, et là, de nouveau, large choix, que ce soit en M&A, en private equity, en financement de projet, en certains dans les directions financières, et j'en oublie. C'est déjà très clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Déjà, ça plante un peu le décor, si je puis me permettre. Erwan Le Saoud, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre master? Vous en pilotez 2 d'ailleurs, je crois. 2 en plus. Donc, tout d'abord, il y a le master trésorerie d'entreprise, qui est un master en apprentissage qui a été créé en 2008. Une belle année pour ceux qui travaillent chez Lehman Brothers. Donc, mais c'est aussi une belle année pour les trésoriers parce que c'est l'année où on a découvert qu'il y avait la fonction trésorerie existait dans l'entreprise et que le trésorier avait des fonctions très utiles au sein de l'entreprise, notamment de savoir où était l'argent. Et donc c'est là où certains se sont aperçus que la fonction trésorerie était très importante. Donc c'est un master en apprentissage qu'on a créé avec l'Association française des trésoriers d'entreprise parce qu'il y a un réel besoin de trésoriers sur le marché, une pyramide des âges très favorable et un besoin de plus en plus important de trésoriers dans les entreprises, mais aussi dans les banques. Donc c'est un master qui au début était juste sur une année, et puis depuis 2018, il est maintenant sur 2 ans. Donc, ce qui nous permet d'avoir un programme très étoffé et de remplir un peu, de couvrir toutes les fonctions du métier de trésorier, parce que c'est une fonction très large. On a l'impression que trésorier, c'est un métier de niche, alors qu'en fait, c'est peut-être le métier qui offre le plus de fonctions diverses et variées. Vous avez aussi bien des analystes trésoriers que des trésoriers front office,
des trésoriers à l'international, vous avez des spécialistes des moyens de paiement. Alors moi, je comprends rien à ça, mais visiblement mes étudiants ils comprennent qu'on peut payer avec son téléphone portable, ça me dépasse, mais ça fait partie des, on y vient, ouais. des éléments pour lesquels le trésorier est concerné. Donc pour le coup, mes étudiants, bien entendu, ils deviennent trésoriers. Alors on peut devenir, il y a une vie après la vie de trésorier, on peut être directeur financier, on peut même mal tourner et faire un peu de contrôle de gestion, mais je préfère retenir ceux qui deviennent directeurs financiers ou qui montent leur propre société, tout simplement. Mais derrière, justement, on dit on est trésorier, mais derrière le mot trésorier, voilà, on a trésorier back-office, front office. Quand on commence en junior, on va s'occuper des garanties bancaires, on va faire un peu de trade finance, et puis on se diversifie, on développe ses compétences, et on arrive au front office pour ceux qui aiment le front office, on reste au middle office pour ceux qui préfèrent faire du middle office. Donc il y a un large choix, on le voit à travers, au bout de 15 ans de master, on voit qu'aujourd'hui ils ont tous des chemins différents, mais pour la plupart ils sont encore dans le milieu de la trésorerie. Ça c'est le master trésorerie. Ça c'est le master trésorerie. Et il y en a un autre. Et puis il y en a un autre qui est le master finance asset management, qui est plus récent puisque je l'ai créé en 2016. Alors lui il répond à une logique un petit peu inverse, c'est qu'aujourd'hui avec le LMD on oblige les étudiants à choisir leur voie dès la licence, mais finalement, c'est quoi la finance quand on a eu 3 années de formation à l'université ou en école de commerce? On ne le sait pas forcément. Donc on a privilégié un master très généraliste, qui a ses avantages et ses inconvénients, et avec une spécialisation, un peu un parcours à la carte en 2e année, où celui qui veut plus aller vers la finance d'entreprise va prendre des modules finance d'entreprise, celui qui veut être plus banque et marché va avoir des options, des cours optionnels plutôt au niveau de la finance de marché. Les statistiques, pour l'instant, on ne peut pas encore trop les dire parce que le master est relativement jeune. On a un panel de métiers extrêmement large, avec aussi, il ne faut pas le négliger, certaines difficultés pour certains étudiants à la sortie du master, parce qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment fait de stage, comme on leur avait indiqué. Et donc, voilà, on a peut-être un peu plus de difficultés pour trouver de l'emploi après un master généraliste, c'est vrai, mais j'ai toute confiance pour qu'ils trouvent dans l'année à la suite du master. Alfonso Lopez de Castro, vous présidez une école dédiée vraiment à ces questions business. Donc, je ne vais pas vous demander en quoi consiste votre master, mais quand a été créée votre école? Et puis, là, j'imagine qu'il y a énormément de métiers auxquels elle forme. Et si vous pouvez nous en donner quelques-uns, ça serait super. Oui, alors, Financial Business School a été créée en 2013. On couvre différents métiers de la finance, voire un peu plus large. La conformité, entre autres, un programme en compliance assez reconnu, finance de marché, finance d'entreprise, audit, contrôle de gestion, gestion de patrimoine, entre autres immobilier, la partie un peu financière de ce métier-là. On est une école quasiment 100% en alternance, en tout cas en apprentissage, ce qu'on essaie de développer depuis les débuts, avant même que ce soit un petit peu à la mode, et ça fait qu'on a une insertion forte dans les métiers de la finance. Je sais la BNP, notre partenaire, qui est, en termes de volume, notre plus gros partenaire. On travaille énormément avec les banques, mais je dirais pas seulement. Et on forme des étudiants en fait, qui sont très opérationnels. Voilà, on a beaucoup de praticiens, sans oublier non plus la théorie. On a pas mal de professeurs universitaires. On va chercher ce qu'il y a de mieux dans les universités. Et on amène beaucoup de praticiens sur ces niveaux. On l'a vu, là on a effectivement deux représentants du monde universitaire qui pilotent des masters dédiés à la finance. Il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'écoles. Pourquoi avoir décidé de lancer cette école? Vous auriez pu vous dire, bon, c'est hyper concurrentiel, est-ce que j'y vais? Alors en réalité, on s'est rendu compte que la spécialité n'était pas si concurrentielle que ça, parce qu'il y a des très grandes écoles de commerce, naturellement, connues de tous, mais dans lesquelles on peut faire du marketing, des ressources humaines, toutes ces choses. Nous, on voulait vraiment un indicateur fort et un pôle d'expertise dans les métiers de la finance. Après, c'est dû aussi un peu à mon parcours, puisque en même temps, je préside l'école. Moi, j'ai toujours une activité de la finance. Je suis directeur du corporate, une société d'investissement, la financière du ZES, entre autres. Et moi, le constat qui est venu, c'est que j'avais l'idée de financière, quelque chose de simple, c'est que j'avais des stagiaires. Et donc,
des fois, ils venaient, ils étaient un petit peu prétentieux, parce qu'ils disaient, non, mais moi, je fais pas du commercial, moi, je fais de la strat. Je dis, ouais, mais là, tu es encore un peu étudiant. Bon, voilà. Je dis, bon, déjà, il fallait faire des factures, en fait, avec la TVA. Ça paraît simple, mais il faut déjà encaisser. Bon. Et elle dit, non, moi, je fais de la strat. Bon, au bout de 6 mois, ça allait beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, il partait. Et là, l'histoire, elle recommençait. J'avais un jeune qui venait, il fallait reformer. Et quand vraiment, il était vraiment très bien, il repartait. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution. Parce que j'ai 2 problématiques. Un, j'ai toujours un peu les mêmes classes sociales qui venaient en stage. Et je dis, bon, il y a le problème du financement de la scolarité, ce qui est une inflation, je dirais, dans le prix de la scolarité. Donc, voilà. Et ensuite, il faut qu'il reste plus longtemps. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai un peu découvert l'apprentissage, mais ce qui ne se faisait pas au niveau... En salle de marché, vous n'avez pas d'apprentissage. Chose qui, aujourd'hui, évolue. Et dans certaines banques, nous ouvrent les portes. Et on a même quelques gens d'apprentissage en salle de marché, en front office. Chose qui n'existait pas du tout. Et donc, c'était plutôt consacré pour des métiers, je dirais, entre guillemets, manuels, ou dans la banque, se faisait beaucoup dans les agences, à l'accueil. Et donc, voilà. Et je me suis dit qu'en fait, techniquement, on pouvait faire l'apprentissage à haut niveau, comme entre autres dans certains de vos masters. Et donc, il fallait juste convaincre les banques. Et mon premier étudiant chez Financia était en alternance à la BNP. C'était le premier. Et je me rappelle, j'ai appelé la BNP et il me dit, vous avez combien d'alternants chez nous? Je lui ai dit 1. Elle m'a dit, non, on va pas faire le rendez-vous parce que moi j'ai 2000 alternants à recruter. j'ai vraiment pas le temps. Donc ça, c'était vraiment les débuts. Et les banques ont joué le jeu. On a beaucoup travaillé sur les différentes spécialités. Ils ont été très contents des étudiants. Et donc, du coup, on a eu des étudiants auxquels on a eu plus de problèmes de financement, entre autres de scolarité, une grande expérience, je dirais, en pouvant rester souvent sur des contrats de 2 ans. Donc là, on apprend vraiment un métier. Et ce qui a amélioré l'employabilité est incroyable. Parce que lorsque vous avez formé quelqu'un pendant 2 ans ou 3 ans, et qu'il est très bon, vous n'avez pas envie qu'il parte. Et encore moins qu'il parte chez un concurrent. Encore moins. Donc ça c'est comme ça que Financia a monté. Et finalement, à l'époque, dans l'apprentissage, on était quasiment les seuls. Je dirais, dans la finance, ça ne se faisait pas trop. Il y avait pas de... Aujourd'hui, c'est plus concurrentiel aujourd'hui. Qui a une dizaine d'années, parce que je pense que beaucoup de formations se sont rendues compte que dans l'apprentissage, il n'y a pas que l'apprentissage comme voie, mais c'est une des voies, et en tout cas, elle est très bonne. Il y a aussi la voie d'université traditionnelle des programmes classiques, mais il faut un programme pour chacun, je dirais, et aujourd'hui, beaucoup des institutions se sont rendues compte de ce qui était positif, et donc il y a plus de concurrence aujourd'hui, mais on est bien installé, on a des forts partenaires avec les banques, on a un grand corps professoral et le bouche-oreille fait son travail. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de comment vous construisez vos troncs communs, l'enseignement, etc., comment ça évolue, je ne résiste pas à vous poser une question sur la part des femmes, parce qu'on a vu que c'était un des fils rouges thématiques de cette journée. Dans vos formations respectives, est-ce qu'on est à l'équilibre ou c'est compliqué d'avoir des étudiantes? Martine Carré. Jusqu'à présent, dans le magistère, on était à l'équilibre, donc j'en étais ravie. Donc des promos diverses. Et j'avoue que l'année dernière, pour la première fois, j'ai eu un tout petit peu de mal à trouver les filles dans les dossiers de candidature. Je ne sais pas pourquoi, donc j'espère que c'est un point aberrant et que dès cette année, je vais retrouver beaucoup de candidatures féminines. Puisque je pense que c'est ce qui a dû être martelé ce matin, les filles sont attendues dans la finance. Donc mesdemoiselles, n'hésitez pas, vous êtes attendues. À la Sorbonne. Alors moi, j'ai dû attendre d'avoir 35 ans et de créer le master trésorerie pour avoir enfin du succès avec les femmes, parce que j'ai beaucoup de candidatures féminines. Alors pour le coup, pour la trésorerie. Pour la trésorerie, j'ai 2/3, 3/4 de candidatures féminines. Et pour le master finance asset management, il n'y a pas de différence significative. Peut-être un petit peu plus de garçons, mais ce n'est pas significatif. Mais c'est vrai qu'en trésorerie, j'ai beaucoup de candidatures féminines. Je ne sais pas pourquoi. Mis à part moi, je ne vois pas d'autres explications. Mais, ça me paraît évident, oui. Ouais, voilà. Donc, je ne peux que m'en féliciter. Chez Financia Business School, on a l'équilibre aussi, vous sentez... Ouais, alors, dans l'ensemble de l'école, on est quasiment à l'équilibre. On va dire 47% de femmes. Mais il y a des différences dans les programmes. D'accord. Par exemple, en gestion de patrimoine,
il y a une grande représentativité des femmes, une majorité. Et par contre, qu'est-ce qui fait l'écart? C'est les programmes où il y a énormément de mathématiques. Et je pense entre autres à notre programme Finance de marché, où là, on va retrouver peut-être que 10 ou 15% de femmes. C'est là où il y a vraiment un très très gros écart. Mais sinon, sur tous les autres, c'est assez bien équilibré, voire même des programmes avec on cherche les hommes. C'est intéressant. Et puis effectivement, quand on échangeait un petit peu en amont de cette journée, vous me disiez, beaucoup de femmes dans la gestion de patrimoine, c'est quand même assez nouveau parce qu'il y a 10-20 ans, on ne confiait pas forcément son patrimoine à une femme. Alors, effectivement, souvent dans le patrimoine, on commence souvent par le droit familial. C'est-à-dire, si vous êtes marié, vous avez les enfants, parce que c'est des choses qui sont importantes. Et deuxièmement, l'argent. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, les gens ils auraient dit non mais je vais pas confier toute mon épargne, toute ma vie à une femme qui peut-être elle-même, on ne sait pas, n'a pas très. Ça a totalement changé. Il y a un vrai succès, j'irais, des femmes dans ce métier-là. Et bien même au contraire, peut-être une empathie qu'elles arrivent à créer, une confiance aussi. Et elles sont excessivement recherchées et appréciées des clients, ce qui fait leur succès. Ces fameuses soft skills, on y reviendra. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus opérationnel, parce que pour certains d'entre vous, pilotez certains masters depuis pas mal d'années. On l'a vu, le master que vous pilotez, Martine Carré-Talon, 86. Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous des marqueurs, des ruptures peut-être dans les programmes, des évolutions notables, pour bien sûr suivre les besoins du marché au niveau de la tech, de l'ESG. Ça nous permettra ensuite de tirer un petit peu le fil et d'évoquer avec vous, Marine Yanez, le poids et l'influence et les échanges positifs que peuvent avoir les entreprises sur la construction de ces masters. Oui, tout à fait. Le marché, les besoins du marché, c'est vrai que c'est un des drivers essentiels dans notre réflexion au moment de construire ou de proposer des formations. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait de 2008. Nous, 1986, le magistère, 1986, c'est quand même la libéralisation des marchés financiers avec une transformation majeure des métiers. Les marchés ont de plus en plus besoin de profils quantitatifs. Et l'idée du magistère, c'était vraiment ça, à l'origine, proposer une formation quantitative en finance et avec peut-être, à l'époque, un tropisme vers la finance de marché. Et puis, voilà, les choses ont évolué. Il y a eu 2008 et il y a eu des inflexions, une inflexion en tout cas assez importante avec l'ouverture d'un parcours de finance entreprise, mais en gardant cet ADN pluridisciplinaire avec un ancrage quantitatif très très fort. C'est-à-dire que l'esprit du magistère, ça reste une formation d'ingénieur économiste, c'est-à-dire des étudiants quantitatifs qui maîtrisent. Donc au début, c'était évidemment maths, stats, économétrie, méthode de simulation. Et puis évidemment, de plus en plus, la data science et donc évidemment tout ce qui peut être outils de programmation et machine learning maintenant, etc. Et donc ça reste l'ADN du magistère avec cette pluridisciplinarité, donc également l'économie. Et puis évidemment, donc on en a parlé, du droit, de la comptabilité, etc. Donc première grande inflexion vers la finance d'entreprise. Et puis évidemment, deuxième grande inflexion, les méthodes quantitatives évoluent, donc de plus en plus de code, et donc évidemment l'arrivée des data science. Et puis aujourd'hui, une nouvelle inflexion serait évidemment la prise en compte de tout ce qui peut être développement durable, de tout ce qui peut être évidemment finance verte, critères ESG. Voilà. Donc évidemment, la formation et les programmes s'inscrivent dans ces changements majeurs des métiers. Mais voilà, je ne sais pas si vous voulez en savoir plus. Si, en fait, mais je vais vous poser la question à tous et Marine, vous pourrez compléter. C'est-à-dire que vous allez me dire également, je vous laisserai dire s'il y a eu des moments un peu de rupture dans les formations, vous avez dit, bon, maintenant, il faut ajouter ça. Le marché nous le demande, si on veut que nos étudiants aient un emploi rapidement, il faut qu'on l'ajoute. Mais
quel est le processus pour arriver à cette réflexion? Est-ce que c'est simplement de la veille, de l'actualité, évidemment, des échanges au niveau du corps professoral, ou est-ce que c'est aussi au sein de comités pédagogiques de perfectionnement, les entreprises, qui vous font remonter ces besoins en vous disant, là, on a un déficit de compétences? Alors c'est un ensemble, c'est un ensemble. Alors en parlant des grands changements, on n'y pense presque plus à l'heure actuelle, mais depuis 1986, un des premiers changements, c'est aussi l'arrivée de l'anglais. C'est-à-dire que notre dernière année de formation est en anglais, donc ce qui semble évident à l'heure actuelle, mais en 1986, ce n'était pas le cas. Et il y a eu des moments comme ça, où il y a eu des moments où savoir parler en anglais était un plus. Maintenant, si vous ne parlez pas anglais, c'est juste complètement rédhibitoire. Et je pense que pour les data science, c'est la même chose. Il y a eu un moment où savoir coder était un plus, et puis maintenant, si vous ne savez pas coder, je ne veux pas stresser certains d'entre vous dans la salle, mais si vous ne savez pas coder, ça va devenir rapidement problématique. Et maintenant, pareil, pour l'ESG, avoir une sensibilisation, connaître les sujets, pouvoir en parler, avoir les grands enjeux en tête, c'était un plus. Bon, maintenant, arriver en entretien et être complètement sec sur les critères ESG, ça devient sacrément problématique. Et il y a eu donc comme ça des changements, mais ce qui est amusant, c'est de voir l'accélération. C'est-à-dire que parler anglais, ça a été un plus pendant peut-être 10 ans, et puis c'est devenu rédhibitoire de plus parler anglais. Là, ne rien connaître sur les grands enjeux climatiques et les critères ESG, c'était un plus il y a 5 ans. Ça devient sacrément problématique de ne rien connaître maintenant. À chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'accélération dans ce qui était un plus et ce qui devient rédhibitoire si on n'a pas une formation solide. Donc, ce qui veut dire que pour nous, il faut être encore plus vraiment chaque fois à la frontière des nouveaux besoins pour proposer les formations qui correspondent aux besoins actuels. Et on est évidemment énormément aidé. Donc, il y a une équipe pédagogique solide, mais on n'est pas tout seul, loin de là. Nos premiers conseils viennent de nos anciens, qui sont toujours très présents dans la formation, mais également de tout l'écosystème, donc de nos nombreux partenaires. Donc nous avons la chance à Paris Dauphine d'avoir des partenaires campus extrêmement présents qui sont là pour nous aider, mais dans nos réflexions, mais également évidemment un comité de perfectionnement que je rencontre au moins une fois par an et qui moi m'aide personnellement beaucoup dans ma réflexion. Erwan Le Saoud, ça se passe comment la réflexion? Je vais faire un copier-coller. C'est un peu je m'inscris un peu dans le propos qui vient d'être cité. Donc nous, on s'appuie notamment sur un comité de perfectionnement qui regroupe des anciens, mais également des maîtres d'apprentissage. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand on fait des rencontres avec les maîtres d'apprentissage, ils nous disent « Ah, il manque ceci dans le programme, il faudrait améliorer ». Et donc parfois, on a des maîtres d'apprentissage qui deviennent intervenants dans le master, puisque il faut faire quelque chose sur les moyens de paiement. Bon, bienvenue. Bienvenue dans le master. Mais c'est vrai que je vois, on a eu 3 évolutions sensibles. On a eu la finance durable, ça c'est indéniable. Alors au début, on l'a fait, mais sans véritablement l'afficher. Et on s'est aperçu que néanmoins, qu'il fallait quand même un peu plus communiquer sur le sujet. Ça nous paraissait naturel, mais on ne communiquait pas forcément dessus. Il y a eu les moyens de paiement, notamment. On était un petit peu léger sur les moyens de paiement pour la fonction trésorerie. Et le 3e point, c'est le code. À savoir que quand on a monté le Master 1 Trésorerie, eh bien, les premiers cours qui se sont inscrits, ça a été programmation sous Python et économétrie sous R. Alors, on ne va pas en faire des data scientists, mais le but du jeu, c'est qu'ils puissent comprendre les data scientists et qu'ils puissent se faire comprendre aussi. Donc voilà, c'est vraiment les 3 axes principaux. Et si je devais rajouter un 4e axe, mais là plus pour le Master Finance et Asset Management, c'est le côté opérationnel où on encourage, on les pousse véritablement à faire une année de césure entre le M1 et le M2 pour se rendre compte aussi de parfaire un petit peu leur avenir, parce qu'ils peuvent s'apercevoir que finalement, ils ne sont pas faits pour faire telle ou telle mission, que ce soit en entreprise ou sur les marchés. Mais voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'elle a déjà tout dit. Alors. Vous vouliez compléter, Martine? Oui, parce que c'était quand même très inspirant, effectivement, le côté moyen de paiement. Je n'ai pas parlé, effectivement, de toute la révolution FinTech. Alors, nous, on est peut-être un peu moins sur les moyens de paiement, mais il y a évidemment toute la blockchain, la finance décentralisée.
Et ça me fait penser l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un changement qu'on voit arriver, c'est-à-dire des étudiants qui, de plus en plus, ont des idées et ont envie de les monter tout de suite. Et nous avons la chance, nous, à Paris Dauphine, d'avoir un incubateur pour accompagner les étudiants dans leurs projets. Mais c'est quelque chose que je voyais moins il y a 10 ans, des étudiants qui se lancent dans de nouveaux projets. Et puis, effectivement, l'année de césure, ça, c'est aussi un point extrêmement intéressant, avec une professionnalisation qui passe de plus en plus par ces allers-retours entre les années en formation et les années en entreprise, ou le temps passé en tout cas en entreprise. Alfonso, quel est également, on l'a vu, des liens étroits notamment avec BNP Paribas, quel est l'impact de ces relations sur le cursus? Alors, c'est vrai qu'on a à peu près 800 alternants, donc ce qui fait quasiment 800 tuteurs. Et donc ça, oui, c'est un vrai laboratoire parce qu'il nous amène énormément d'informations. Actuellement, on a notre conseil de perfectionnement. Entre autres, on a beaucoup d'opérationnels. Mais ces échanges sont vraiment importants et on prend beaucoup de temps à rencontrer les entreprises avec lesquelles on travaille, justement, qui viennent nous donner un petit peu leurs problématiques ou de quelle façon on peut se développer. Nous, on s'est rendu compte de tous ces changements. Je pense que toutes les écoles peuvent à peu près avoir le constaté. Mais pour revenir sur Madame, effectivement, c'est constaté que les changements ils sont plus rapides qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait un changement, on avait pour 10 ans. Bon, maintenant, quasiment 2 ans plus tard, ça peut être éventuellement dépassé. Donc, c'est la rapidité. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être excessivement agile parce que les marchés sont de plus en plus rapides. Et pour prendre quelques exemples, c'était... entre autres de FinTech et autres, et par exemple de crypto-monnaie, blockchain, entre autres. On a fait notre premier cours qui était en droit, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc la régulation, c'était plus facile. Un cours en droit sur la crypto, c'était en 2017. En 2018, alors c'est un peu un laboratoire, mais on était la première école en Europe à accepter les frais de scolarité, entre autres en Bitcoin. Bon, ça n'a pas été un grand succès, mais on est cité dans toutes les recherches des grandes universités américaines. Voilà, sur Google, ça a été repris par l'agence de presse américaine. Donc, on a été contacté, de partout. Donc, on va excessivement vite. Et si je prends, je dirais un peu alors je pensais au codage, entre autres. Bon, le VBA c'était mieux. Maintenant, c'est la base. Sinon, bon, c'est pas la peine de faire de finance. Voilà. Et tout comme ça va beaucoup plus vite. Et je pense entre autres naturellement à l'IA. Donc, je dirais qu'il y a un peu la dernière révolution. Et je pense que ce soit tous les programmes. On commence doucement et sûrement parce qu'il faut aussi trouver les professeurs, trouver les compétences. Qu'elle colle au terrain, je dirais, à une vraie réalité. Et concernant, entre autres, le RSE, bon, mais surtout en finance, il y a tout l'ISR. Donc, on est extrêmement concernés. Et je dis toujours aux jeunes, si vous changez la planète, c'est mieux de le faire avec de l'argent. Donc, faites-le par la finance. Vous allez avoir un impact incroyable. Et on a monté un programme, en fait, en Green Finance. Et pour une fois, on dit toujours ce qui marche, il n'a pas très bien marché. Il n'y a pas eu beaucoup de candidats parce qu'en fait, beaucoup de jeunes se disent c'est pas un métier. D'abord, moi, je veux faire de la trésorerie, je vais avoir un métier du contrôle de gestion, je vais avoir de l'audit. Voilà, je vais être une fonction support. Mais comme ça, un pur green finance, ça n'a pas créé de vocation. Mais du coup, ça a été un super laboratoire. Et du coup, on a pris toutes ces compétences qu'on avait acquises pour les mettre en fait dans tous les programmes. Oui, vous l'avez intégré. Exactement, parce que la green finance effectivement impacte 100% de tous les programmes qui sont, entre autres, en finance. Donc, on était sur des métiers un peu tranquilles. Maintenant, il faut être hyper agile, assez rapidement, parce que le marché est rapide, parce que la communication est plus forte. Et voilà. Et restez très, très curieux. Marine, Yanez, merci pour votre patience. On vient à vous, mais il était nécessaire effectivement de poser un petit peu le contexte. Alors, vous êtes campus manager chez BNP Paribas. Juste tout d'abord, en quelques mots, en quoi consiste concrètement votre rôle auprès des écoles ?
Alors, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on est à la toute première étape du recrutement et du pré-recrutement. Du coup, on a une double casquette, on a une double mission. La première, c'est de faire connaître la diversité des métiers qui sont présents chez BNP Paribas et donc de sourcer des candidats pour les stages, l'alternance, le VIE, les gradués de programme, toutes les offres qu'on peut proposer aux étudiants. Mais on est aussi le point de contact entre l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur pour apporter du contenu professionnel, que ce soit à travers des business cases, que ce soit à travers des interventions dans des cours, mais aussi apporter notre vision professionnelle sur les nouveaux enjeux et les compétences attendues de la part des étudiants aux responsables de master et d'établissement. Donc vous faites partie notamment de ces fameux comités dont on parlait, de perfectionnement pédagogique, pour faire remonter les besoins. Vous avez des partenariats avec plusieurs établissements. Comment vous évaluez le niveau de connaissance des étudiants qui arrivent en alternance, par exemple chez BNP Paribas? Est-ce que vous estimez qu'il est plutôt bon? Est-ce qu'il y a certains métiers où vous sentez un déficit encore de compétences? Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que la finance, c'est par nature un terme extrêmement flou, vaste, qui recouvre des réalités de métiers extrêmement différentes. Moi, ce que je vois quand je rencontre vos étudiants, c'est que le M&A est très connu. Beaucoup d'étudiants me parlent du M&A. On a aussi pas mal d'étudiants qui connaissent des métiers, on va dire, médiatiques, comme la salle des marchés. Mais c'est vrai que la diversité, l'éventail de services qu'on propose à nos clients corporate, il est extrêmement vaste. Et assez méconnu de la part des étudiants, mais c'est aussi normal et c'est le rôle des stages et des alternances de leur faire découvrir ces métiers-là et c'est notre rôle de leur dire, finance is not only M&A, donc on va vous faire découvrir le leverage finance, l'export finance, cash management, même la direction financière. Et les questions que j'aime bien poser aux étudiants, c'est avant de me dire je veux faire de la finance, posez-vous la question, est-ce que vous voulez être face à des clients ou au sein d'une direction financière d'une entreprise? Et si vous voulez être face à des clients, quel type de clients, quel type de produits et de services vous voulez leur proposer? Et comme ça, on affine un peu, même si on ne connaît pas forcément l'intitulé du poste ou l'équipe qui gère ces sujets-là, nous, on est capable après d'orienter au mieux dans ces équipes. Là, on parle de l'appétence des étudiants pour certains métiers, on l'a vu, plus médiatiques, effectivement largement couverts. Est-ce qu'il y a même des métiers où vous vous dites, presque, ils découvrent encore que ça existe? Je vous pose la question parce qu'effectivement, notamment en matière de trésorerie, on a pu entendre des trésoriers d'entreprise installés dire, finalement, on a encore beaucoup d'étudiants en finance, pourtant, qui ne connaissent pas vraiment en quoi consiste ce métier. Alors là, je vous pose la question, mais après, je ferai réagir Erwan, qui, je pense, a très envie de réagir. Après, c'est vrai que je pense qu'il faudrait poser la question au manager directement. Nous, ce qu'on a tendance à dire, quand même, c'est que le stage, l'alternance, c'est aussi un moyen de se former. Donc, c'est normal d'arriver en entreprise avec un panel de connaissances peut-être un peu plus limité. Et c'est le rôle de nos managers d'accompagner les étudiants dans leur acquisition de connaissances. Et c'est vrai que l'importance de l'année de césure, elle est clé, parce que du coup, on a un socle de compétences, on va dire, de base, et on se teste. On teste des environnements. C'est pas la même chose de travailler en salle des marchés que de travailler avec des clients corporate sur du conseil en M&A ou en financement de projet. Et donc, l'année de césure leur permet aussi de découvrir ces différents métiers, ces différents environnements, et de se spécialiser après en Master 2. Et du coup, nous après, on les retrouve en fin d'études avec grand plaisir. Erwan, je crois que vous souhaitiez réagir. Oui, voilà, parce que le fait est qu'on collabore un petit peu avec BNP Paribas. Donc déjà, ça se passe au niveau de la licence, où on fait des rencontres métiers pour expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'il y a derrière le mot finance. C'est pas juste le loup de Wall Street. Heureusement. Oui, voilà, mais bon, ça a pu faire rêver certaines personnes. Et donc, on fait des rencontres métiers. Là, cette année, on inaugure une petite collaboration sur un combi, justement, sur les années de césure, où l'étudiant va aller 6 mois chez BNP Paribas et 6 mois chez un client de BNP Paribas, pour voir les solutions de cash management, notamment, qui vont être développées par BNP Paribas, puis voir les attentes du client. Donc on travaille là-dessus, mais que ce soit pour la trésorerie ou pour d'autres métiers, effectivement, il faut absolument communiquer dès la licence, parce que les étudiants, finalement, ont un choix très important à réaliser sur le M1 qu'ils vont sélectionner. Donc on travaille énormément là-dessus, on fait appel aux banques et également aux entreprises, parce que parfois on a l'impression que la finance c'est juste la banque, c'est la banque ou c'est la salle des marchés, alors que non, il y a beaucoup d'emplois
On peut faire du front office en entreprise aussi bien qu'on peut le faire en banque. Donc c'est vraiment important de communiquer avec eux dès la licence pour leur expliquer tous les métiers qu'il y a. Et si possible, éventuellement essayer de trouver des petits stages. Alors c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas forcément toujours le niveau quand on est en licence, mais essayer d'avoir des stages d'1 mois et demi, 2 mois pour faire découvrir des métiers, c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Marine Yanez, une fois, parce qu'on le sait, vous le redirez certainement, BNP Paribas a des besoins en recrutement RH qui sont très importants. Donc, une fois ces jeunes diplômés, si on parle vraiment des sorties d'école, recrutés, est-ce que vous estimez tout de même qu'au long de la carrière, la formation continue, ça reste indispensable? Et qu'est-ce que vous faites, vous, en la matière? Alors, c'est clé, ne serait-ce que pour s'adapter aux nouvelles réglementations, aux nouveaux enjeux. Donc, nous, en interne, on a pas mal de programmes qu'on appelle d'upskilling, des programmes assez courts pour se maintenir à jour et puis découvrir des nouveaux domaines. On a aussi des vrais programmes de reconversion. On a une Digital Academy qui permet, on était contrôleur de gestion, de se former aux métiers digitaux et puis de faire une mission en interne pour se tester sur une mission. On a aussi, depuis quelques temps, une Sustainability Academy, donc qui concerne l'ensemble des collaborateurs, quel que soit le métier, avec des niveaux d'expertise, on va dire, croissants en fonction du domaine dans lequel on travaille pour se maintenir à jour sur la compréhension de la transition énergétique et des enjeux qui sont devant nous. Complètement clé pour se maintenir à jour. Et on a même, si je peux le mentionner, un dispositif assez unique, assez nouveau. C'est notre propre CFA. Donc sur les métiers commerciaux et de l'IT sur lesquels on a des besoins assez importants de recrutement de jeunes diplômés. Et du coup, on a créé notre propre école. Et donc, la promesse, c'est vous avez une formation, vous avez la partie entreprise en alternance, vous avez l'école et à la fin, un diplôme reconnu à la clé et un CDI. Vous l'avez dit, pour certains besoins, vous avez même créé donc en interne des structures. Et puis, pour revenir au rôle que vous occupez auprès des écoles, vous avez même sur certains sujets réussi à intégrer dans des formations des thématiques parce qu'on vous a dit, vous en interne, là-dessus on a un besoin. On a besoin de monter en compétences. Du coup, sur ce sujet-là, j'ai 2 exemples. Le plus ancien, on va dire, mais qui n'est pas très ancien, ça remonte à 2019, à la suite de la publication du manifeste pour un réveil écologique de la part des étudiants. Notre direction s'est tout de suite inscrite dans la continuité de cet appel et l'a complètement soutenu à travers notre COMEX qui a été voir les responsables, les directeurs des écoles et des universités pour leur dire qu'on était tout à fait d'accord avec ces étudiants sur l'importance d'intégrer ces enjeux dans les formations. Et puis vous en avez parlé, ça a été complètement le cas. Plus récemment, c'est notre service conformité qui nous a mentionné le fait qu'ils se rendaient compte que leurs clients, donc les clients de la banque, avaient pas mal de lacunes sur des sujets de conduct et d'éthique, qui sont des sujets extrêmement importants, ne serait-ce qu'en risque réputationnel. On a plein d'exemples dans les médias de failles, de fraude sur ces sujets-là. Et du coup, avec une vraie volonté de former les étudiants, mais pas forcément les étudiants qui vont venir en banque, vraiment les étudiants qui sont potentiellement nos clients de demain. Et donc, toute expertise confondue. Et donc, on a monté, donc aujourd'hui, on le conduit avec HEC Paris, mais ça a vocation à se développer dans différentes écoles et universités, un électif qui s'appelle Éthique et Compliance, et qui a à cœur de juste mettre un peu dans l'esprit des futurs jeunes diplômés que ces sujets sont importants, quel que soit le métier qu'on va faire. Alors on parle ESG, on parle data, on parle coding. Je voulais vous demander à vous 3 qui représentez des établissements d'enseignement si ça a aussi permis d'attirer des nouveaux profils d'étudiants, peut-être pas attirés jusqu'ici par le monde de la finance, mais en se disant par ce biais-là, j'aimerais bien évoluer. Alors Alfonso, vous nous avez dit en tout cas pour le diplôme Green Finance, non, mais peut-être que c'était l'approche que vous avez revue, qui peut-être maintenant est plus attractive, que sais-je. Est-ce que vous avez vu justement arriver des nouveaux profils, vous dites tiens, on n'aurait pas eu ces profils-là auparavant? Je sais pas, c'est une question difficile. Personne ne s'est précipité pour répondre. Peut-être un manque de recul encore, on n'a peut-être pas encore... Oui, c'est pas facile de se rendre compte. Peut-être une façon de le traduire, c'est
les motivations, alors je ne sais pas si c'est des profils différents, parce que moi, fondamentalement, ça reste des étudiants qui viennent soit de L1, L2 en économie, gestion, soit un L1, L2 maths. Donc, en ce sens-là, les profils n'ont pas changé. Mais dans leur motivation, quand on leur demande, par exemple, en entretien de sélection, alors pourquoi la finance, pourquoi le magistère, il est vrai qu'on voit une inflexion dans les réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, de plus en plus d'étudiants nous répondent moi, je suis intéressé par être acteur de la transition climatique, de la transition écologique, et je veux participer soit à un fonds impact, soit au sein des directions financières, soit évidemment au financement de projets, que ce soit un parc éolien ou autre. Je veux être acteur, et je pense que la finance est un levier essentiel et clé. Et donc, me voilà. Et ça, c'est des discours qu'on entendait moins il y a 6-7 ans, je pense. Hein. Mais alors après, est-ce que c'est un profil ou une appétence Voilà, mais c'est ma réponse. Alors moi, c'est un petit peu différent. Je vais vous dire que j'ai perdu des profils. C'est-à-dire que j'ai perdu des profils quantitatifs qui postulaient au Master 1 parce qu'ils préfèrent aller vers du data scientisme, par exemple. En revanche, je retrouve ces profils quantitatifs à l'issue de leurs études et ils viennent faire un Master 2 chez moi en me disant voilà, j'ai besoin d'avoir une formation complémentaire en finance parce que je m'aperçois il a appris plein de choses et Dieu sait si ça nous est utile aussi. Et donc, je les retrouve après en M2, en fait, finalement. Ils vont faire leur diplôme d'ingénieur, data scientist, et puis ils vont revenir pour postuler sur notamment le M2 Finance Asset Management où ils tapent à la porte pour, j'ai besoin d'avoir une formation en finance en plus. Donc voilà ce que je dirais. Je les ai perdus en M1, mais ils reviennent en M2 en fait. Et c'est intéressant comme tendance. Alfonso, je crois qu'on a un autre micro ici, alors, si vous voulez. J'ai pas l'impression qu'on a des candidats différents. Je pense que le marché change en fait. Le marché de l'emploi change. Donc il change la fonction. S'il y a 6-7 ans, par exemple, on n'avait pas du tout de candidats, c'est que par exemple, il y avait, ou en tout cas, c'est vraiment très rare, il n'y avait pas vraiment de fonds impact, par exemple. Donc, on n'avait pas envie de voter dans un fonds impact, puisqu'en fait, il n'existe pas. Il n'y avait pas d'analyste ISR en finance. Et je pense qu'en fait, c'est la vocation, les métiers, les débouchés. Et je reviens un petit peu à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des candidats, il y a une constante. Eux, ils font des études parce qu'ils veulent un job. Et ils voudraient savoir quel job. On revient un petit peu au métier. Et c'est vrai que je pense qu'on est tous un peu coupables, on ne parle pas assez de métier, même si on essaie, mais c'est vrai que souvent, dans la formation, on va apprendre à la transmission du savoir, à la connaissance, mais des fois pas le métier. Et c'est pas évident parce que des fois, il y a des terminologies de métier qui d'une banque à l'autre ne sont pas exactement vraiment les mêmes. C'est vrai. Et ça change un peu. Donc il faut bien connaître les institutions. Il faut se renseigner. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'Internet, à l'époque, il fallait aller à l'UNICEF. Bon, maintenant, c'est fini. Et donc maintenant, on a quand même énormément de communication. Donc ce qu'il faut, c'est que les jeunes, il faut qu'ils soient curieux, qu'ils aillent se renseigner et travailler. Je pense que la base, elle reste la même, connaître elle même. Il fait des études pour garantir sa vie, pour construire sa vie, pour avoir un travail qui lui plaît. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de sortir sur la Green Finance, qui arrivent aux échos des étudiants, et certains ont une sensibilité plus que d'autres. Et c'est vrai que si on dit, vous pouvez faire le boulot de votre rêve, travailler dans un fonds, mais en plus participer, je dirais, à la transition énergétique, bon, c'est sûr que ça parle entre autres à beaucoup. Ce qui est certain, c'est qu'on le sait, rien que par les règles, les lois qui sont mises en place, de toute façon, c'est des métiers qui vont se développer de plus en plus. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut s'intégrer, il faut développer ces métiers. Alors, deux autres points que je voulais aborder avec vous tous, parce que ça peut faire la différence dans des masters, c'était la place de l'international, dont on sait que les entreprises, vous nous le confirmerez, j'imagine, Marine, sont très sensibles à ces questions, et les soft skills. Comment vous traitez ces questions au sein de vos masters, en écoles respectives, pour mieux préparer vos étudiants? Je commence. Allez-y, je vous en prie.
Alors pour l'international, je ne sais pas si après je vous laisserai la parole et puis on reviendra peut-être sur les soft skills. On coupe la question 2. Ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur les deux aspects. L'international pour moi est crucial. Et donc j'ai essayé de développer l'international, voilà, vraiment dans ses différents aspects. Premier aspect, des voyages d'études. D'une semaine, que ce soit à Londres, à New York, à Francfort, ça dépend des années, mais en magistère, ils sont là 3 ans, donc ils ont le temps de faire plusieurs voyages. Et ces semaines d'études sont très, très importantes, justement, pour essayer, alors on n'arrivera jamais à montrer toute la diversité, tellement elle est large, mais quand même leur montrer déjà la réalité de certains métiers qu'ils ont en tête. Qu'est-ce que c'est que la vie d'un M&A, qu'est-ce que c'est qu'un floor, qu'est-ce que c'est qu'un trader, structureur, s'apercevoir qu'en fait, derrière le mot trader, il y a déjà beaucoup de métiers différents parce que selon le produit qu'on traite, selon le client qu'on a en face, en fait, on n'a pas du tout la même journée. Donc, voilà, mieux connaître des métiers qu'ils pensent déjà bien connaître et puis découvrir de nouveaux métiers. Donc ça, c'est un premier aspect. Évidemment, les échanges, de nombreux échanges, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Asie, en Europe, pendant 6 mois. Et évidemment, des doubles diplômes. Donc ça fait, voilà, ou là, ils partent un an. Et à chaque fois, ça leur permet... il y a tellement d'aspects positifs. Ça leur permet, déjà, une immersion dans une langue étrangère, mais également d'autres façons d'enseigner, également rencontrer d'autres étudiants qui viennent d'autres pays, qui est également aussi une façon pour moi d'élargir le nombre d'options possibles, pour faire vraiment des formations qui correspondent le plus au profil de l'étudiant. Après son année de césure, il a défini un projet et donc ils vont avoir envie de quelque chose qui est vraiment le plus haute couture possible. Et on ne peut pas offrir tant d'options que ça, mais par contre, on peut dire, Bélien, voilà, si tu veux aller à fond dans cette thématique, tu devrais aller dans telle université pendant 6 mois et qui ne sera pas la même que pour le copain. Donc, tellement d'aspects positifs de découvrir autre chose. Et je pense que vous, en RH, c'est des aventures qui sont extrêmement valorisées par la suite, ces aventures à l'international. Ça peut être aussi dans le cadre des stages à l'international. Erwan ? Oui, alors moi, je suis un peu léger sur l'international, il faut être honnête. C'est-à-dire, propre au master, on a effectivement les voyages d'études à l'étranger. Maintenant, pour moi, l'international, ça se résume à soit les échanges Erasmus de nos étudiants sur un semestre ou 2 semestres, et puis effectivement le stage à l'étranger durant l'année de césure. On recommande d'avoir 6 mois à l'étranger, se faire un stage 6 mois en France et 6 mois à l'étranger. Mais je m'en tiens là. À la limite, je pourrais vous dire oui, je fais beaucoup d'international parce que j'ai beaucoup d'étudiants étrangers dans mes masters. Donc, c'est un accueil. Je suis plus dans la situation d'accueil que de mes étudiants qui vont à l'étranger. Mais j'ai énormément de nationalités. Je pourrais bientôt créer un conseil de l'ONU avec toutes les nationalités que j'ai pu avoir dans le master. Mais c'est vrai que propre au master, je n'ai pas les outils pour me positionner sur l'international. Si ce n'est à travers les anciens éventuellement diplômés on a un vivier en Australie. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et leurs enfants vont dans la même école aussi, donc c'est comme ça qu'ils se retrouvent. Mais voilà, je suis assez léger sur l'international, si ce n'est donc effectivement les aspects traditionnels qui sont échanges Erasmus ou avec le Canada éventuellement. On connaît bien, en effet. Voilà. Alfonso, Financia Business School. Alors en apprentissage, c'est plus compliqué, puisqu'on travaille, on a une entreprise, donc on peut partir. Donc il y a de nouvelles lois qui vont arriver pour aider justement l'apprentissage un petit peu à l'international. Néanmoins, on a toujours des séjours d'études. Je reviens d'Oman, là, régulièrement. J'ai visité les banques, la Banque centrale. Par contre, nous, ce qu'on incite énormément, c'est les VIE. Voilà. On a beaucoup d'étudiants. Alors souvent, ils veulent partir loin, Shanghai, New York. Mais je leur dis, il y a même des VIE au Luxembourg, c'est pas très loin. Voilà, en Belgique, on a énormément d'étudiants. Et souvent, ils ont des possibilités d'employabilité très fortes.
avec des très bonnes rémunérations, des possibilités d'évolution aussi très très importantes. Donc il n'y a pas que l'Asie ou l'Amérique. Des fois, on peut s'expatrier pas très loin. Donc moi, vraiment, je les invite à ce point-là. Et si vous voulez, je vais faire le soft skill comme ça. J'allais dire, comme ça on ne revient pas parce que l'international, c'était rapide. Alors nous, sur le soft skill. Alors, quand vous êtes accepté chez Financia, vous êtes invité tout de suite, alors pas pour remplir la paperasse administrative ou quoi que ce soit, une histoire de paiement, mais on fait un peu happy welcome. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on vous donne des cours de bienséance, on vous apprend à manger, on prend des fourchettes. On a une dame qui s'appelle Geneviève Nanguestin, c'est un peu la Nadine de Rothschild. Oui. Voilà, donc on vous apprend à manger, table, couvert. Ce qui fait que des fois, si vous allez en alternance, vous êtes analyste financier par exemple, il y a des belles réunions dans des beaux hôtels. Et donc, il y a le couvert, il y a le service à la française. Et donc, un petit peu. Les codes. Exactement, les codes. On travaille avec un monsieur qui travaille dans la fusion-acquisition, qui a monté un tailleur qui s'appelle Taylor & Troc. Et donc, il vient avec un camion, en fait, et donc, il vous amène et vous apprend les codes, je dirais, vestimentaires à la finance, qui varient d'ailleurs d'un poste à l'autre, d'une fonction à l'autre, d'une banque à l'autre. La gestion privée, c'est pas pareil que la salle de marché. Hein, donc, voilà, gestion privée, on ne vient pas en basket. Donc, on apprend tous les codes on les reprend en photo, on leur refait le CV, on a un atelier LinkedIn, on a un atelier, entre autres, prise de parole. Parce que chez Financia, le système, il marche quand vous avez une très bonne alternance. C'est-à-dire que vous avez un grand corps professoral, c'est très bien, mais le succès, c'est la qualité, j'irais, de l'alternance qui fait que couplé à une bonne formation, c'est votre succès. Si vous avez, je dirais, une alternance un peu dégradée, automatiquement, l'expérience, elle est moins bonne. Et pour obtenir, je dirais, votre alternance, il faut d'abord vous préparer. Voilà. Et donc, on a beaucoup de préparation. Ils interviennent énormément aux soft skills. Après, on a des soft skills durant l'année. Je dirais juste un parce qu'on est en retard. Mais par exemple, on a une particularité. C'est qu'on a un trackman à l'école. Alors, un trackman, c'est pour ceux qui font du golf. Voilà. Mais vous pouvez faire du golf en plein cœur de Paris, puisque notre campus, il est juste une rue derrière. Rue Lourmel au 45, voilà, ouais. Et vous pouvez faire du golf indoor à l'intérieur. Et donc chaque année, on a au moins 4-5 étudiants qui deviennent golfeurs. Et donc on essaie sur des... Alors golf et finance, c'est un peu facile, mais on essaie de les initier au mindset, qu'ils soient à l'aise et en tout cas faire des différentes découvertes. Un mot chacun sur les soft skills que vous cultivez. Bon, alors, on ne pratique pas le golf, malheureusement. Il y a d'autres compétences. Donc, non, bon, effectivement, comme tout le monde, on fait du coaching, prise de parole, ça c'est extrêmement important pour le coup. Et puis, on va aussi apprendre, par exemple, on a commencé à mettre en œuvre un module sur Power BI. Alors, c'est pas de la finance, mais aujourd'hui, c'est indispensable de maîtriser ce genre d'outil. Alors, est-ce que c'est un soft skill ou pas? Je sais pas, mais toujours est-il qu'on ne fait pas que de la finance, on s'intéresse à autre chose que de la finance de manière à ce que l'étudiant puisse s'épanouir au sein de l'entreprise, pour le coup. Et à Dauphine? Oui, plein de choses. Et peut-être quand même pour revenir sur l'international, c'est peut-être intéressant de noter que ces dernières années, j'avais plus des 3/4 de ma promotion qui partait à Londres. Et l'année dernière, un seul. Et donc, l'effet du Brexit commence à se faire sentir. Et on a l'arrivée de grandes banques qui viennent à Paris. Et donc, bon, il n'y a peut-être pas l'exotisme de Londres, mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que les étudiants en finance sur la place de Paris vont être encore plus recherchés qu'avant. Donc, une nouvelle raison pour s'engager dans cette voie. Et pour les soft skills, alors on fait beaucoup de choses, mais peut-être un point que j'aimerais mettre en avant, c'est le théâtre. Alors le théâtre, on a un cours, on a la chance d'avoir un grand metteur en scène, voilà, qui vient du Conservatoire national, qui a tous les galons et qui a plaisir à suivre une promotion chaque année jusqu'à un spectacle de fin d'année de grande qualité. Et alors, ce qu'il me disait, et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que moi, au début, ce que j'avais en tête, c'est qu'évidemment, le théâtre, c'est l'apprentissage du langage corporel, c'est poser sa voix, c'est donc plein de qualités qui vont être nécessaires à l'oral par la suite dans la vie professionnelle. Mais ce qu'il me disait, c'était une très jolie chose, c'est qu'il me disait, mais tu sais, Martine, dans troupe de théâtre, il y a le mot troupe. Et c'est fondamental. C'est que le théâtre, un spectacle, c'est un travail collectif.
c'est se faire confiance, mais également travailler dans l'improvisation, savoir rebondir. On a sa réplique dont on est extrêmement fier, mais qui répond à une question. Et puis dans le stress, le copain, il oublie de poser la question et il sort de la scène. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on rebondit? Et ça, en fait, c'est des qualités qui vont être extrêmement importantes également en entreprise. Comment, face aux clients, quand tout ne va pas exactement comme on a prévu, comment on rebondit, comment on sauve la face, comment on s'organise, et un travail d'équipe. Et peut-être un des soft skills, au-delà de cette anecdote du théâtre, qui aussi, évidemment, développe l'aspect créatif et le plaisir artistique, qui est évidemment essentiel, et qui va être de plus en plus essentiel avec l'arrivée de l'IA générative. C'est comment on développe et qu'on fait confiance à sa propre créativité. Mais donc, au-delà de cet aspect, je pense que le travail d'équipe, apprendre à travailler en équipe, avec ses camarades, c'est quelque chose qui est très important. Marine Yanez, un étudiant qui arriverait à toquer à la porte de BNP, qui n'aurait pas d'expérience à l'international, c'est un vrai problème? Alors, je dirais que ça dépend du métier. C'est sûr que si il veut travailler auprès des larges corporates qui sont par nature internationaux, c'est plus problématique. Maintenant, je trouve que l'international, c'est vraiment un incontournable. Hein. Comme vous le dites, j'ai pas la sensation qu'on ait beaucoup d'étudiants qui n'ont plus, ne serait-ce que même un engagement associatif à l'international. Hein. Ça peut être 3 mois, mais je trouve que ce qui est important, c'est que ça donne l'ouverture d'esprit, de se questionner sur le monde, sur les différentes façons de fonctionner. Donc voilà, après, c'est pas un prérequis indispensable et nécessaire selon les métiers, quoi. Et juste en 2 secondes sur les soft skills, est-ce que vous trouvez qu'il y a du mieux ou encore un petit déficit à ce niveau-là? Non, moi je trouve qu'ils sont dans l'ensemble quand même bien préparés. On contribue à vos côtés aussi sur tout ce qui est préparation de CV, entretien. L'engagement associatif aussi, je trouve, est une super clé pour valoriser ces soft skills. Maintenant, je pense que la seule chose qu'on note, c'est peut-être un peu plus de désistement, même quand la convention ou le contrat est signé. Voilà, on les sent quand même un tout petit peu moins engagés et peut-être avec un peu plus de concurrence aussi sur le marché, naturellement. Et donc voilà, on fait face à ce genre de comportement, mais on s'adapte. Bien, merci beaucoup à tous les 4. Vous allez rester avec nous. Là, on y voit un peu plus clair sur vos formations. Donc, merci beaucoup pour ces éclairages. Et je vais vous demander de rester avec moi pour accueillir Pierre Sabatier, qui préside l'OREP. On va faire un focus sur l'OREP ensemble. Alors, est-ce que c'est le bon fauteuil? Oui, je crois. C'est pas le bon fauteuil. Alors, je vous propose de prendre l'autre pour votre confort personnel. Voilà. Je vous en prie. Installez-vous. C'est plus sympa, effectivement. On sait tout faire à l'OREP, il n'y a pas de souci. C'est vrai, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez déjà en quelques mots nous présenter l'OREP, le nombre de formations proposées, à qui elles s'adressent et à quel métier précisément, même si beaucoup ici vous connaissent, mais pas tous peut-être, vous formez? Oui, bonjour à tous et merci pour vos échanges qui étaient extrêmement intéressants. Alors l'OREP, c'est le complément de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, puisque ça ne fait pas du tout de formation initiale, absolument pas. D'ailleurs, pour que vous compreniez ce qu'est l'OREP, elle a été fondée à côté de l'université en fait, de Clermont-Ferrand dans les années 90 par Jean Olagnier, qui était le doyen en fait, de l'université de l'époque, qui est en gros l'inventeur du métier de gestionnaire de patrimoine tel qu'on le pratique à l'heure actuelle. Et à l'époque, la formation initiale était portée par l'université de Clermont. Et Jean, qui est encore vice-président d'ailleurs, hein, qui reste un jeune homme de 82 ans absolument créatif, comme quoi l'âge ne dépend pas en fait de sa pièce d'identité, mais de son état d'esprit, de son mindset, c'est ce que j'ai écouté tout à l'heure. Et à l'époque, a constaté que, en ce qui concerne la formation continue, l'université n'était pas forcément le bon vecteur pour la porter. Et donc a créé l'OREP, qui s'appelle l'OREP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine. Et ça ne fait que de la formation continue, à savoir qu'on accueille que des professionnels qui sont déjà en emploi et on les forme au métier de gestionnaire de patrimoine avec une stratégie qui est extrêmement claire, un produit minimum viable. Pour ceux qui font un peu d'innovation ou de lean innovation, c'est le produit minimum viable, c'est pour nous former les gens qui viennent sur nos bancs
à la pratique, enfin, aux qualités minimum pour pouvoir exercer la gestion de patrimoine de manière qualitative. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle expert en conseil patrimonial. Et après, on a un faisceau de formation de spécialisation complémentaire qui vise à former sur une spécialisation. Par exemple, une spécialisation autour d'une cible, comme le chef d'entreprise. On n'aborde pas en fait la question de la gestion de patrimoine de la même manière si en fait on parle d'un patrimoine de 300 000 euros ou de celui en fait d'un chef d'entreprise qui a des spécificités qui lui sont propres. On a aussi une formation sur la gestion du patrimoine des seniors, qui, de manière assez étrange, est un sujet très moderne et qui le sera de plus en plus, hein, puisque la seule cohorte d'âge qui augmente dans notre pays, c'est celle des plus de 65 ans. Donc c'est de la même manière, en fait, on n'aborde pas de manière fine la gestion de patrimoine des seniors, comme on aborde la gestion de patrimoine de vous dans la salle, qui êtes plus dans une situation d'accumulation de patrimoine ou de construction de patrimoine, alors que chez les seniors, on est plus dans soit la transmission, soit la liquidation du patrimoine pour maintenir son niveau de vie. Donc vous voyez, on a des formations de spécialisation extrêmement pointues en fonction des cibles, mais aussi en fait sur des pratiques métiers. On a un diplôme dont je suis co-responsable, que j'ai créé il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle ingénierie en allocation patrimoniale. Tout à l'heure, on parlait finances de marché. Ce qui est intéressant, c'est l'allocation sur les marchés financiers n'est pas la même chose que l'allocation patrimoniale pour faire de la gestion de patrimoine, où les contraintes du client, quant à ses besoins de liquidité, enfin bon, bref, peu importe, je ne vais pas vous faire en fait l'histoire, mais nécessite une pratique tout à fait particulière qui est complémentaire de celle qu'on peut acquérir dans des formations plus classiques sur les marchés financiers. Donc on a aussi une formation sur les métiers du family office. Vous avez compris qu'en fait nous formons tous les gens qu'on pourrait assimiler à des docteurs, s'il fallait faire une analogie, hein, donc on est vraiment sur du très très haut de gamme, les docteurs dans le monde de la gestion de patrimoine, avec les attributs minimums, les conditions nécessaires pour exercer, et en plus en fait des certificats de spécialisation qui permettent d'être un super CGP, un super gestionnaire de patrimoine. Alfonso Lopez de Castro disait on a de plus en plus de femmes pour la gestion de patrimoine. Vous le voyez aussi, vous, ça s'est féminisé en termes d'effectifs d'étudiants? Alors nous, nos candidats sont le reflet d'une profession, en vérité, puisqu'on ne forme que des gens qui sont dans l'emploi et souvent depuis longtemps, hein, puisqu'on vient faire l'OREP pour progresser. Soit, en fait, on forme, j'aurais peut-être dû commencer par ça, on forme des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine, bien évidemment, mais aussi des experts comptables, des notaires, des avocats, des gens qui veulent se spécialiser ou acquérir une spécialisation en fait dans le domaine. Donc finalement, la démographie de nos formés ou nos étudiants, elle traduit en fait la démographie tout simplement d'un métier. Donc on a un équilibre, voilà, pas différent de ce qu'aujourd'hui est l'équilibre de place. Alors vous avez pu assister aux échanges de ce panel. On a beaucoup parlé de la montée en puissance de l'ESG. On a dit maintenant si on est sec sur ces sujets-là, c'est rédhibitoire, le coding, etc. Alors il y a des spécificités propres à la gestion de patrimoine, mais enfin l'ESG est incontournable dans cette discipline. Comment vous avez intégré ces thématiques-là? Est-ce que ce que vous avez entendu a fait écho à votre propre expérience? Alors, comme tout à l'heure, oui, évidemment, ça l'a fait écho. Et puis, en fait, j'y suis d'autant plus sensible lorsqu'on parle d'université. N'oublions pas que l'université, ce n'est pas que de l'enseignement, c'est aussi de la recherche. Et c'est un élément absolument fondamental pour nous. Dire que l'OREP, ça veut dire, je le répète, Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine. Mais notre objectif, nous, en tant qu'institution, ce n'est pas tellement former à la pratique du métier du jour, mais c'est continuer à chercher pour former les gens à la pratique du métier de demain, tel qu'ils savent former demain. Et donc la manière dont on appréhende ces grands sujets, l'ESG, la durabilité, l'intelligence artificielle, etc., eh bien, c'est évidemment à travers un centre de recherche dans lequel on investit. Donc nous, notre engagement vis-à-vis des formés, c'est que nous investissons à travers des chercheurs en interne ou en externe sur des sujets qui nous permettront en fait d'être toujours en capacité de former les gens qui viennent sur nos bancs à la pratique du métier, évidemment adaptée à l'époque, mais surtout en fait en anticipation en fait de l'époque qui vient. Donc la durabilité, elle s'est disséminée naturellement dans l'ensemble de nos formations à ce titre. Premier élément. Et deuxième élément, je dirais presque que c'est un passage obligé, mais tout simplement parce que la manière dont sont construites aussi nos formations sont très tournées moins autour du contenu, des produits qui vont faire le patrimoine, qu'à la manière dont on les détient. C'est donc pour nous, c'est toujours un équilibre entre le contenu et le contenant. Le contenu est évidemment nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Le contenu sans contenant adapté en fait, est inefficace pour répondre aux besoins du client. Et donc, j'y viens sur la question de la durabilité et sur ces autres sujets, c'est que toutes nos formations sont basées véritablement sur la compréhension du client, qu'il soit senior, chef d'entreprise ou actif entre 45 et 65 ans. Et donc, à partir du moment où les clients ont des aspirations
sur les questions de la durabilité, nous ne pouvons pas faire autrement que l'adresser et l'intégrer en fait dans nos process de formation. C'est le client, comme toujours en fait, qui fait le marché, y compris dans le monde de la formation. Donc, vu qu'on le met au centre, naturellement, on est obligé d'adresser ce genre de questions. De la même manière, vous avez intégré aussi tous les enjeux de digitalisation, la profession, tout l'aspect tech. Oui, de fait. Mais ça, pour le coup, en fait, pour toute grosse structure, enfin, gros organisme de formation, on forme donc toutes nos formations, ce sont des formations annuelles, sur un an, et on forme à peu près 600 professionnels par an. Donc ça commence à devenir gros. Donc la digitalisation, elle est adaptée en fait à la manière dont on pratique le métier, mais elle est aussi, on l'a fait nôtre en tant qu'organisme de formation, puisqu'évidemment, à travers en fait le grand schisme qu'a constitué le Covid ou la crise du Covid, brutalement, pour être très honnête d'ailleurs, puisqu'on n'était pas très en anticipation dans ce domaine, eh bien on a dû faire nôtre les aspects de digitalisation, les classes virtuelles, la digitalisation des modules qu'on met en fait à disposition. Et évidemment, on a dû mettre le pied à l'étrier dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on réfléchit la digitalisation non comme un passage obligé, mais comme un outil qui nous permet d'offrir plus. Et là, un petit exemple, je vais y aller vite puisque je n'ai pas forcément beaucoup de temps, mais vous voyez, la digitalisation, pendant un temps, on l'a vécu comme on l'a appréhendé parce qu'un peu, il fallait le faire. On est entre nous, on va dire la vérité. Les cadres réglementaires, voilà. Vous y poussez également. Il fallait le faire. Et donc, on a suivi un chemin sur la digitalisation qui était, par exemple, on va tourner nos cours, nos formations. Nous, nos intervenants sont des très grands professionnels. La très grande partie de notre équipe pédagogique est externe. Ce sont des professionnels qui sont très, très connus. Donc, qui viennent en cours. Il y a beaucoup, beaucoup de présentiel chez nous. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va les filmer. Où on va récupérer le cours et on va faire tourner à des acteurs en fait ces modules-là et on va les mettre à disposition de nos étudiants. Mais d'une certaine manière, on utilisait la digitalisation comme un outil de révision, finalement comme une réplication de ce que les gens pouvaient venir chercher en fait en cours. Très honnêtement, c'est bien, mais c'est pas forcément la bonne manière d'utiliser selon nous. Et donc on a évolué et tout récemment, on a pris la décision d'utiliser la digitalisation, les modules digitalisés, pour travailler beaucoup plus sur la question des prérequis. Vous avez compris que l'OREP, c'est haut de gamme, donc on est exigeant sur les critères d'entrée. Et parfois, quand vous avez dans votre salle un expert comptable, un banquier, un notaire, un avocat, ils sont tous très bons, mais certains sont très bons dans le droit, d'autres sont très bons en fait dans la finance, etc. Ce qui fait qu'on a une hétérogénéité de public qui rend difficile pour le former le fait d'avoir l'assurance de partir du point A jusqu'au point B, et rend difficile la tâche du formateur, parce que c'est compliqué quand vous avez un public hétérogène, d'emmener tout le monde vers l'objectif qui est le vôtre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait et comment on va se servir de la digitalisation? C'est en travaillant sur les prérequis. On teste à travers du digital les connaissances en amont, et pour ceux qui ont le droit en fait de suivre la formation, pour lesquels on constate une défaillance, eh bien on va leur faire suivre des modèles digitalisés qui seront plutôt axés sur la question des prérequis. Voilà, donc comment on fait, et c'est comme toujours, comment on fait d'une contrainte au départ, finalement un objet qui nous augmente. Juste, vous proposez également à l'OREP des formations un peu sur mesure à la demande d'entreprises, par exemple, ou c'est pas du tout... Si, bien sûr. Alors, pour le coup, établissement bancaire, évidemment, on a des partenaires. C'est-à-dire qu'on a des gens... Donc, chez nous, le module cloud traditionnel, c'est une trentaine de personnes, puisqu'on fait du digital, mais quasi jamais 100% digital. Donc, il y a toujours une grosse partie de modules en présentiel, parce que c'est technique, c'est difficile, c'est exigeant. D'ailleurs, j'ai coutume de dire quand je suis en salle, bravo et respect pour tous les gens qui sont dans la salle. Parce qu'après 10, 15, 20 ans en fait, d'expérience professionnelle, revenir sur les bancs pour se mettre en difficulté et sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. Donc votre question initiale était... Sur les formations sur mesure, parfois la demande d'entreprise. Sur mesure, oui. Alors déjà, on peut avoir des groupes dédiés pour des établissements bancaires qui nous font confiance pour former, par exemple, un certain nombre de leurs banquiers privés à la gestion de patrimoine sur un certain nombre d'aspects. Ça, c'est le premier élément, sur des modules qui sont à disposition. Et puis, on fabrique aussi des modules sur mesure. On a beaucoup augmenté nos équipes au cours des dernières années. Et aujourd'hui, on est en capacité de le faire, oui. Un mot pour conclure, juste sur le marché en lui-même, la profession de gestion de patrimoine. On voit beaucoup de mouvements de concentration, des annonces encore récentes de cabinets qui s'allient pour devenir encore plus gros, des indépendants qui, en parallèle, créent leur cabinet. De quel œil voyez-vous cela ? On n'a pas de jugement à apporter sur cela. Après, le monde de la gestion de patrimoine n'est pas différent du reste du marché, en vérité. Le phénomène de consolidation que vous évoquez, il est vrai partout.
on a un vaste phénomène de consolidation face à nous, où l'essentiel de la croissance se ferait via du rachat de parts de marché plus que via de la croissance organique. Ça a déjà débuté depuis 7, 8, 9 ans, et la gestion de patrimoine, en fait, suit ce chemin-là. Nous, notre objectif, c'est pas de juger cela. Alors, il est évident que ça, c'est alimenté parce qu'il y a beaucoup d'argent à disposition, et la progression du monde du private equity a aussi permis, en fait, de donner la possibilité en fait de réaliser cela. Nous, l'OREP, on ne se positionne pas en tant que jugement de valeur par rapport au sujet de la consolidation. Gros ou petit, on s'en fout un peu, pour être très honnête. Nous, notre objectif, c'est que les gens qui viennent sur nos bancs soient en capacité d'avoir le choix. C'est-à-dire qu'ils pourront en fait grossir s'ils le souhaitent, si ça correspond à leur stratégie entrepreneuriale. Mais s'ils veulent rester petits, eh bien, ils seront en capacité, en fait, pour nous, et c'est ça notre objectif, de mobiliser les deux qualités qui sont les plus importantes pour un gestionnaire de patrimoine, celle de la proximité avec son client. Parce que le monde de la gestion de patrimoine, et quand quelqu'un vous confie son patrimoine, c'est un acte de confiance. Et ça passe par la proximité. Et ça, c'est un élément majeur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi l'excellence de la proposition de valeur que vous allez lui faire. Et donc, nous, notre métier, c'est permettre aux gestionnaires de patrimoine qui voudraient rester petits de pouvoir le faire, parce qu'en faisant des formations à l'OREP, il pourra en fait se targuer d'être un véritable architecte du patrimoine et d'avoir une proposition de valeur qui soit au top aussi qualitative que celle qu'on pourrait trouver chez une grosse structure. Eh bien, c'est sur ces mots que se conclut cette conférence. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos précisions, vos éclairages.